Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu. Nous continuons ce soir à s'intéresser à la révision constitutionnelle, ce troisième volet que nous consacrons toujours aux partis politiques, nous permet d'aborder les positions et les points de vue des formations politiques autour du projet de révision constitutionnelle dont l'aboutissement ne saurait tarder. Et nous recevons ce soir M. Chef Abouaïch, président du groupe parlementaire du Front des Forces Socialistes, FFS. Vous êtes également secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Également aujourd'hui avec nous le docteur Mohamed Kemal Abbazi, président du groupe parlementaire de TAJ. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et je rappelle qu'on devait recevoir également une représentante du parti MPA qui a dû s'excuser de ne pas participer avec nous à ce débat en raison d'un empêchement. Alors, je commence avec vous, Monsieur Chef Abouaïch. Le FFS rejette le projet de révision de la Constitution dans le fond comme dans la forme, je cite. Alors, c'est la position officielle du parti. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer la mémoire de M. Hosni Ait Ahmed, le révolutionnaire, qui est décédé il y a un mois. M. Hosni Ait Ahmed qui a fondé le Front des Forces Socialistes en 1963 comme une réponse à un coup de force orchestré à l'époque contre la première Assemblée nationale constituante. Parce que si le pouvoir de l'époque avait respecté cette Assemblée nationale constituante élue démocratiquement par les Algériennes et les Algériens au lendemain de l'indépendance nationale, chèrement acquise, on aurait épargné au pays tous ces faux débats et tous ces faux processus qui ne mènent absolument à rien. Le FFS a dit tout simplement que dans le fond et dans la forme, ce projet de révision constitutionnelle ne va pas apporter une solution à la crise que vit notre pays. Nous savons tous les Algériens savent que l'Algérie traverse ou vit une crise multidimensionnelle, une crise politique, une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, une crise morale. Et ce n'est pas avec un texte que nous allons résoudre les problèmes des Algériennes et des Algériens. Aujourd'hui, le citoyen algérien souffre. Aujourd'hui, le citoyen algérien vit dans la misère. Aujourd'hui, le citoyen algérien vit dans une crise. Il a envie de sortir de cette crise. Ce n'est pas avec la révision constitutionnelle que nous allons régler tous ces problèmes. Les Algériens aujourd'hui, si on leur pose la question, les citoyens dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, dans les cafés, dans les chantiers, sur cette révision constitutionnelle, vous allez être surpris par les réponses. Aujourd'hui, les Algériens ne s'intéressent pas à cette constitution. La preuve est que le pouvoir aujourd'hui va faire passer cette constitution pas par un référendum populaire, mais par un parlement. Et ce n'est pas par référendum, parce qu'ils savent pertinemment que les Algériens, ce qui les intéresse, c'est leur vie quotidienne et qu'ils ont envie de vivre dans un pays libre, démocratique, dont ils ont envie de travailler dans la dignité, ils ont envie de vivre une vie digne. Et qu'aujourd'hui, la Constitution, c'est tout d'abord, la Constitution il faut qu'il y ait un consensus autour de cette Vous estimez qu'il n'y a pas de consensus? Nous estimons qu'il n'y a aucun consensus. Si aujourd'hui on considère que le consensus, c'est le fait de convier des partis politiques, des associations, des syndicats, des personnalités politiques, culturelles, à un dialogue, et le lendemain, donc après 5 ans, ce texte est resté dans les couloirs.
Cela fait 5 ans qu'on parle d'une révision constitutionnelle. 5 ans après, donc, après un faux dialogue, le FFS avait participé au dialogue avec le directeur du cabinet du président de la République, mais à aucun moment le FFS n'est rentré dans cette question de révision constitutionnelle. Nous avons été comme des gens civilisés, comme des gens qui veulent un changement pacifique dans ce pays. Nous avons accepté de dialoguer, mais nous avons dit que ce texte n'est pas la solution. Ce n'est pas le texte qui est à l'origine de la crise, et ce n'est pas un texte de résoudre la crise la position que vit le du pays. FFS. Alors, la même question qu'on pose à M. Kemal Abazi, TEJ, qui soutient en revanche le texte de révision de la Constitution. Bon, réitérant mes remerciements pour l'invitation, je salue de la même façon et encore plus la mémoire et la mémoire de Seyyed Ahmed El-Hussein, qui est une idole et un grand nom de militantisme de notre grande nation durant la guerre de révolution, et un grand militant des droits de l'homme et de la démocratie. Et moi-même, j'étais à l'enterrement et je pense que toute l'Algérie a tiré des leçons, comme de sa vie, comme de sa mort, Inch'Allah. De toute façon, monsieur le président de la République, si Abdelaziz Bouteflika, il appartient à la même génération. Et je pense que les funérailles qu'on a tous assisté étaient à la hauteur de cette grande génération. Bon, je viens d'un parti qui est jeune mais qui se veut grand, avec un grand projet, des grands idéaux, un parti rassembleur qui est le Tajamou Amel Jazair Taj, voilà, qui est fortement intégré, adhéré dans une mouvance nationale positive, constructrice, et qui veut apporter un plus dans la scène politique nationale et pourquoi pas contribuer avec force avec les grands partis dans l'édifice d'une grande nation que l'Algérie est vouée à y être. Et voilà. Donc pour ce projet de révision de la Constitution, je pense qu'il faut commencer par discuter le contexte où ce projet est venu. Je pense qu'il est venu après une longue série de consultations et de débats qui a quand même connu 3 paliers avec Si Ben Salah et puis avec M. Sellal. Et puis finalement avec le directeur du cabinet de M. le Président, Sioui Yahya. Moi-même j'étais convié avec le Dr Nroul, le président du parti, dans les consultations, et on a proposé pratiquement 50 propositions dans ces amendements. C'était un travail très intéressant qu'on a présenté d'une façon correcte et d'une façon très positive. Et je pense que le contexte dont je viens de parler, c'est un contexte international et un contexte environnemental de l'Algérie qui est hautement hostile, critique, parfois dangereux, sur le plan militaire et sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Et je pense que l'Algérie a beaucoup d'atouts pour sortir de cette crise, tant sur le plan matériel et des gisements, des richesses, que l'Algérie étant un pays très riche et qui a une population très jeune, normalement qui doit faire la différence. Mais dans cette évolutivité, je pense que l'Algérie a besoin d'une constitution qui est à la hauteur de tous les défis que l'Algérie est confrontée, tant sur le plan politique ou surtout économique. Et si on fait une lecture rapide et générale des amendements de ce projet de constitution, on va rapidement dévoiler qu'il y a la constitutionnalisation de plusieurs articles qui touchent les libertés individuelles et collectives, encore plus l'ancrage et plus de démocratie dans la société. Il y a des articles qui protègent et qui rendent notre économie, qui se doit être plus promettrice. Je pense encore que sur le plan politique, toutes les libertés, toutes les surfaces qui sont données actuellement à l'opposition
ou bien dans la saisie du Conseil constitutionnel, dans la marge de manœuvre au sein de l'APN, dans les réunions normalement mensuelles que peut l'opposition tenir pour préparer son travail, et autre chose, beaucoup d'autres choses, les libertés de la femme, la protection de la femme, la protection de l'enfant, et je pense que durant le développement de ce sujet, on pourra dire que c'est une grande constitution. Mais peut-on dire qu'elle est consensuelle? Consensuelle dans la mesure où tout le monde a été convié durant les débats sur les 3 paliers. Je pense même il y a des gens et des personnalités nationales correctes, je dirais correctes, de l'opposition qui ont répondu présent au débat, ils ont participé. Et je pense durant tout ce temps, on a eu le maximum de temps pour que tout le monde assiste, que tout le monde apporte, même dans l'opposition. Et voilà, celui qui n'a pas voulu assister, je pense, même si on lit la Constitution, on va savoir qu'il y a même des doléances et des demandes de l'opposition extrémiste qui a été bien écoutée par M. le Président de la République. Et on trouve leurs propositions qui sont présentes ici dans le projet de révision. Donc, si on a compris... Oui, est-ce que le problème, quand on dit elle est consensuelle, quand on dit que le président de la République a convié toute la classe politique à un dialogue, est-ce que la population, le peuple algérien, la société est impliquée? Elle n'est pas impliquée. Mais la société, au FFS, on dit qu'il faut qu'il y ait un processus constituant qui va aboutir à l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Mais l'État algérien existe, l'Algérie existe. Elle existait avant même l'indépendance. L'Algérie existe grâce à tous à ce peuple qui s'est sacrifié. L'Algérie existe grâce à ces Algériens, à ces petites gens qui sont battus, qui se battent encore pour préserver ce pays. Aujourd'hui, nous considérons que, effectivement, je suis d'accord avec vous quand vous dites que le contexte international, il y a un danger sur le pays. Tout cela, on est conscient. Nous sommes conscients. Mais pour préserver l'Algérie, pour préserver l'unité du pays, pour préserver ce pays contre des dangers étrangers, il faut mettre en place des institutions légitimes et démocratiquement élues. On doit arrêter de se moquer des Algériennes et des Algériens. Chef, je dirais plutôt que l'État algérien existe, les institutions existent, c'est grâce à ces institutions, c'est grâce à tout cet exercice de démocratie qui est innovateur, qui a Al-Hama, donc c'est initiateur dans le monde arabo-musulman, que l'Algérie a pu traverser toute cette période difficile et hostile, notamment la décennie noire. C'est grâce à ces institutions, grâce à cette démocratie, grâce à cet attachement des Algériens autour de leur État, autour de leur armée, autour de ces institutions, qu'on a pu résister à toutes ces hostilités, à tout cet état dangereux. Et je pense durant cette décennie où l'Algérie a été lâchée par tout le monde, ce sont les Algériens eux-mêmes qui étaient solidaires et dont ils ont une entente remarquable qu'ils ont pu traverser cette traversée difficile. Je vous rappelle, nous, à Tej, on a reçu les gens de la FFS durant leur initiative. Je rappelle seulement que le FFS... Laissez-moi continuer quand même. Durant l'initiative politique du FFS, qui était la feuille blanche, nous, Tej, on était les premiers qui ont adopté ça, qui ont adopté l'idée de l'FFS. On les a reçus dans notre siège. On a tout fait pour la faire réussir dans une optique où il y avait nécessité à ce que tous les Algériens se soudent et se consolident autour d'une idée rassembleuse, autour d'une entente salvatrice à l'Algérie. Je pense que les conditions... Excusez-moi, je termine par 2 phrases. 2 phrases, c'est que l'Algérie, il est toujours dans des conditions, je ne dirais pas dangereuses, mais des conditions critiques. C'est un virage historique où l'Algérie, si elle rate le virage, elle peut... Vous estimez que l'Assemblée constituante peut constituer un danger pour l'unité du pays? Je pense qu'il est temps que les Algériens prennent la bonne décision. Et on n'a pas le droit à rater ce virage ou à prendre une mauvaise décision parce qu'elle sera ou bien nuisible ou bien salvatrice à l'Algérie. Donc toute entente et tout processus de consensus, il est recommandé
Et on sait bien que l'Algérie, de part de la crise qu'elle passe maintenant, c'est un pays extrêmement riche par ses réserves et par ses ressources humaines. Et je pense que rentabiliser tout ça et aller dans la bonne direction, c'est salvateur, et l'Algérie mérite. Laissez-moi poser une question. Juste rapidement, je rappelle que le Front des forces socialistes milite pour la préservation de l'État. On ne milite pas pour la destitution de notre État. Les institutions algériennes, elles sont là. On sait qu'elles manquent de légitimité. Il faut donc construire et mettre en place des institutions crédibles, démocratiquement choisies par les Algériennes et les Algériens. Concernant maintenant l'Assemblée constituante, on a dit qu'on doit y aller vers un processus constituant qui, à la fin, nous allons vers l'élection d'une Assemblée nationale constituante. Et pour ce processus constituant exige des conditions, qu'on réunisse des conditions, et ces conditions, bien sûr, c'est d'assainir le climat politique, c'est de garantir les libertés démocratiques, c'est d'avoir une justice indépendante, c'est d'avoir une administration neutre pour permettre aux Algériens et Algériens de choisir parmi les programmes. J'ai un moment pour rectifier. Un instant, je pose une question. Moi, je ne suis pas venu pour polémiquer avec vous, monsieur. Je suis venu pour parler aux Algériens et expliquer la position du FFS. On essaiera de comprendre un peu les positions de chacun, de chaque parti. Mais est-ce que vous pensez que l'aspect consensuel est forcément tributaire de ce processus constituant auquel appelle le FFS lorsqu'il s'agit d'une constitution? Lorsqu'il s'agit d'une constitution, il faut qu'il y ait un consensus le plus large de la population. Oui, on ne peut pas. Parce que c'est quoi une constitution? C'est aussi, donc il y a un consensus, il y a un compromis entre les forces politiques et sociales d'un pays. On ne peut pas imposer un texte parce qu'une constitution qui ne prend en compte que les intérêts du pouvoir n'aura pas le consensus nécessaire à sa stabilité. Il faut qu'il y ait un consensus le plus large de la population, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas tous les partis de l'opposition qui appellent à une assemblée constituante. Oui. Ce n'est pas tous les partis qui appellent une assemblée constituante, mais le FFS, il appelle à un processus constituant, j'ai dit un processus constituant. Le monde avance. Le monde avance. Le monde avance. Je pense que tous les acquis que l'Algérie a connus et a gagnés difficilement et durement, je pense que l'Algérie ne va pas renoncer à ses acquis. Non. C'est un monde qui va de l'avant, on ne va pas revenir comme mais l'Algérie recule, l'Algérie ne va pas de l'avant, malheureusement. C'est une ligne rouge. C'est grâce à ces institutions, grâce à tous ces acquis, et grâce à la légitimité et la force de ces institutions que l'Algérie demeure debout. Et je pense que si le monde évolue maintenant vers une reconstitution des équilibres dans le monde, je pense que l'Algérie doit au moins s'appuyer sur ses acquis et pour espérer avoir mieux et meilleur dans des conditions aussi dangereuses. Toutes les frontières de l'Algérie brûlent. Toutes les frontières de l'Algérie brûlent. On est confronté à une crise économique qui n'est pas fortuite, qui n'est pas anodine. Tout le monde sait qu'il y a un complot, c'est la théorie du complot qui est évidente, qui est réelle. À ce que l'Algérie soit agenouillée. C'est le dernier grand pays arabo-musulman qui résiste au projet sioniste. Tout le monde le sait. Je pense qu'il est temps que les Algériens et les partis politiques représentatifs des grandes classes et des grandes marges de la population algérienne soient à la hauteur de ce défi. Il faut s'entendre sur un projet de société, un projet politique que représente cette constitution pour essayer de consolider ce qu'on a et espérer d'avoir le meilleur. Vous savez, si réellement on est conscient des dangers qui guettent ce pays, ça on le sait, il y a des dangers. Mais la responsabilité incombe en premier lieu à ceux qui dirigent ce pays. Les richesses de ce pays sont dilapidées par ceux qui dirigent ce pays. La corruption en Algérie, ce ne sont pas les étrangers qui sont venus nous imposer la corruption. La corruption est devenue une culture dans ce pays. Ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent,
sont responsables de la crise économique que traverse aujourd'hui l'Algérie. L'Algérie avait des milliards de dollars dans les caisses. Vous n'allez pas et nous nier, les avons vous n'allez pas exploités pour développer l'Algérie. Malheureusement, tout ce qu'on a construit comme école, ils ont tout fait pour détourner des milliards de dollars. Ils ont volé l'argent de ce pays. Ils ont volé l'argent du peuple algérien. Il ne faut pas dénigrer tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'acquis déjà réels qui sont là et qui confirment. Pardonnez-moi, monsieur Abazi. On va aborder les questions qui sont liées donc à ce texte. Parmi, je dirais pas les nouveautés, mais les lois de ce projet figure la question cruciale à laquelle, qui est abordée par l'opposition, qui concerne la nature du système politique. Ouais. Alors, sans surprise, je me tourne vers vous, monsieur Abazi. On reste dans le modèle semi-présidentiel. Est-ce que c'est le modèle auquel aspire votre parti, TEDJ en l'occurrence? Tout au début, je dirais que 50 ans d'indépendance, c'est peu dans l'âge des nations. C'est une nation qui est toute jeune, un régime qui est tout jeune, qui a été confronté durant les 50 ans à beaucoup de difficultés, notamment sécuritaires. Et je reviens toujours sur la décennie noire. La décennie noire, durant les années 90, où il y avait beaucoup de retombées sociales, culturelles et sur même l'équilibre de l'État et l'équilibre mental des Algériens. On a eu toute une génération qui a vécu dans le tout sécuritaire. On a eu toute une génération qui n'a pas su attraper et capter les valeurs de nationalisme, qui a complètement raté le devoir de travail, le devoir de bâtir, le devoir de protéger, d'assurer la continuité de toutes les valeurs de cette grande nation. Et on est dans les conséquences de ça, dans les suites de ça. Malheureusement, le temps où on a eu une certaine aisance financière, alhamdoulilah, grâce à M. le Président de la République, et on a pu payer pratiquement toutes nos dettes, et on a une caisse, des grandes caisses et une caisse de régulation des fonds. Ils ne disent pas la vérité à ce peuple. On arrête de prendre les Algériens, je ne sais pas pourquoi pour qui on les prend. On doit respecter les Algériens, on doit respecter l'intelligence du peuple algérien. On ne doit pas venir ici raconter des histoires. On ne va pas dire aux Algériens qu'on est là, on a protégé votre pays, votre économie, on est là pour développer ce pays. C'est faux. Ceux qui vivent les Algériens, malheureusement, c'est tout à fait le contraire. C'est pour cela aujourd'hui, on est tous conscients que l'Algérie traverse une période la plus dure. Mais la responsabilité n'incombe pas aux citoyens. Ce ne sont pas les citoyens qui ont volé les richesses de ce pays. Ce ne sont pas les citoyens qui ont dissous les entreprises. Ce ne sont pas les Algériens qui ont détourné des milliards. Je dirais plutôt que, si vous me permettez, je dirais plutôt que cette expérience d'exercice politique, peut-être durant 50 ans, des décennies, on a commis des erreurs, mais elle n'est jamais trop tard pour bien faire et pour redresser la barre. Je pense que le projet et tous ces articles, toutes ces richesses qui sont dans cet avant-projet de constitution, ils sont là pour essayer de redresser le redressable et on est toujours ouvert pour améliorer les choses. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que les partis politiques n'ont pas une responsabilité dans le fait que le peuple ne pratique plus et n'adhère plus au processus politique? Je pense qu'il y a une insuffisance de la part des partis. Faudrait-il que les partis soient des écoles, des véritables écoles, pour essayer d'enseigner le nationalisme, d'enseigner la positivité dans les discours politiques et à enseigner à ce qu'un nationalisme positif est peut-être salvateur pour notre pays, surtout dans l'avenir. Je poserai votre question. Je pose ma question, monsieur. Pardon, moi je pose ma question d'abord. Les partis politiques ne sont pas responsables. Ils ont peut-être une part de responsabilité
il y a des adhérents, il y a des Algériens qui adhèrent à ces oui, il y a des Algériens qui adhèrent, et normalement, et qui sont bien profilés pour adhérer à un projet politique d'un parti, normalement, qui se doit être prometteur, qui doit être rentable pour le pays. On est en tant qu'élu, et on peut intellectuel. Je pense que je vous ai dit, c'est des pratiques comme ça qui poussent les Algériens à ne pas s'intéresser à la politique. Allez-y, Monsieur Abazi, s'il vous plaît. Monsieur Abazi, s'il vous plaît. Je dois au moins respecter le volume horaire, quand même. Non, le volume horaire, je suis là pour le faire respecter. Allez-y, Monsieur Bouache. Je vais vous dire, laissez-moi parler. Il avait posé une question, il répond. Le pouvoir ne nous a pas empêchés, en tant que militants du FFS, de nous exprimer. Depuis 50 ans, on s'est battu. Et je suis fier d'appartenir au Front des Forces Socialistes, un parti dirigé par Hosni Aït Hamed, un grand homme, et après sa mort, tous les Algériens finalement ont découvert que M. Aït Hamed, c'est lui le véritable homme du consensus dans ce pays. Donc je suis fier d'appartenir au Front des Forces Socialistes qui essaye d'inculquer aux militants la culture donc, de l'engagement et de l'amour de la patrie. Je n'appartiens pas à un parti que dirigent des voleurs et des corrompus. Alhamdulillah, j'appartiens à un parti et je suis fier d'appartenir au Monsieur Bouache, laissez-moi poser ma question, Monsieur Abazi. Ce qui pousse les Algériens... Laissez-moi poser ma question, Monsieur Bouache. Oui, ce qui pousse les Algériens... Laissez-moi poser ma question. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, quand il s'agit de partis politiques, on parle de gens qui se désintéressent, notamment la jeune génération, c'est par rapport à ce discours populiste, entre parenthèses. Certains vous diront que certains partis de l'opposition font de l'opposition pour l'opposition. Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau, à part cette image noire de la situation? Parce qu'il faut parler des solutions. Je vais vous dire une chose. On a parlé des problèmes. Le Front des Forces Socialistes a été créé en 1963. Depuis, notre parti a toujours accepté de dialoguer. En 1965, il avait négocié avec le président Ben Bella. En 1985, il y avait un accord entre Hosni Aït Hamed et Ben Bella. En 1995, il y a eu aussi un accord, un contrat national. Le Front des Forces Socialistes a toujours dialogué avec tout le monde, sans exception, pour trouver une solution. Le Front des Forces Socialistes ne fait pas du populisme. On a tout le temps milité pour instaurer un État démocratique dans ce pays, un État démocratique et social tel que revendiqué par ceux qui ont déclenché la révolution du 1er novembre 1954. Donc, ce qui pousse les Algériens à ne pas croire à la politique, c'est quand ils savent que si je participe à une élection, si je vote pour un maire, si je vote pour un député, et qu'il ne pourra rien faire, il n'a aucune prérogative. Donc le citoyen, qu'est-ce qu'il va dire? Je préfère rester chez moi, je préfère ne pas voter, je préfère ne pas militer dans un parti politique. C'est pour cela qu'on ne doit pas inverser les rôles. On doit créer un climat sain, un climat qui permettra à tous les Algériens de s'intéresser à la chose politique. Parce que la politique, c'est quelque chose de noble. Malheureusement, dans notre pays, même malgré, il y a des partis, il y a des militants encore qui se battent pour préserver ce pays, mais il y a aussi des partis politiques qui utilisent les partis politiques pour autre chose, pour s'enrichir, pour s'enrichir. C'est tout à fait normal quand quelqu'un il va m'élire en tant que député et que demain il va voir que je m'intéresse seulement à m'enrichir, à régler la situation de ma famille et régler mes problèmes personnels. C'est tout à fait normal que les citoyens n'adhèrent pas à la chose politique. Et parmi les nouveautés de cette nouvelle constitution, une question cruciale pour... Permettez-moi d'enchaîner un petit peu, vous enchaînez, parenthèse. Mais on doit aborder... Oui, une petite parenthèse parce que c'est très important. C'est très important dans la mesure où... Sur l'officialisation de Tamazirt, M. Abazi, alors la position est qu'on pense-t-elle? La même question qu'on va reposer à M. Bouache. Bon, dans la même lancée d'idées,
bon, on est là pour dénoncer et récuser toutes les pratiques qui s'identifient en aucun cas à la pratique politique noble que M. Bouaïch vient de dire. Mais j'appartiens moi-même, Tani, à un parti jeune, mais un parti rassembleur, un parti nationaliste, un parti qui englobe beaucoup de jeunes algériens, par milliers et par dizaines de milliers, qui veulent s'intégrer dans une dynamique de nationalisme, une dynamique de bâtisseur d'un État nouveau, d'un État démocrate, d'un État progressiste et d'un État prometteur, et qui veulent porter l'Algérie vers une situation que je dirais plus que confortable, une situation au moins de leader dans la région et dans l'Afrique et dans le monde arabo-musulman. Et je pense que l'Algérie a toutes ses richesses et a toutes ses potentialités pour y arriver. Compte tenu de l'officialisation de Tamazight, je pense que c'est un acquis. C'est un acquis grandiose, c'est un acquis très important qui réconforte l'identité, surtout culturelle de l'Algérien. Et je pense dans 80%, peut-être au plus, de la masse de la population algérienne sont d'origine tamazigh. Moi-même, je suis amazigh. Je suis un Chilhi de Ouangla et je suis très très heureux à ce que cette langue soit officialisée, soit nationalisée, et puis on aura avec l'instauration de l'académie et cette instance, haute instance qui sera reliée à la présidence pour essayer de développer et de rendre encore plus fertile et plus prête à cette langue à participer avec la langue arabe pour rendre encore plus positif et plus fertile l'identité algérienne. Alors Roger, dans le fond et dans la forme, on va faire une exception, bien sûr. Non, je tiens tout d'abord, concernant la question amazigh, je tiens tout d'abord à rendre un vibrant hommage à tous les militants de cette cause, à tous les militants qui se sont sacrifiés pour cette cause depuis 1949 à ce jour. Il y a eu des militants qui ont été emprisonnés, il y a eu des militants qui ont été assassinés pour que Tamazight soit reconnu dans son pays. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que Tamazight, langue officielle, nationale et officielle, oui, mais pourquoi lui a accordé un statut d'indigène? Dans ce texte, on dit que l'arabe est la langue officielle de l'État, et Tamazight, langue officielle, mais avec un sursis. Nous allons tout faire avec l'Académie pour l'officialiser. Moi, je dirais que ce n'est pas le pouvoir qui a donné Tamazight comme cadeau. Il y a eu quand même des gens qui se sont sacrifiés, il faut rappeler, les 128 jeunes assassinés en 2001 en Kabylie, et rappeler tous les militants qui ont donné de leur vie pour que Tamazight soit reconnu. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Si on lit l'article 178 du projet de la révision constitutionnelle, qui consacre les constantes nationales, on parle du caractère républicain, de l'État qu'on ne va pas remettre en cause, de l'islam religion de l'État, de l'arabe langue nationale et officielle, mais on ne parle pas de Tamazight. Pourquoi on ne dit pas, dans l'article 178, que Tamazight, langue nationale et officielle, est aussi une constante qui ne sera pas remise en cause. Le décalage, il est là, et il faut donner le temps, il faut donner le temps aux institutions et à l'académie et à tous les organismes qui seront dédiés pour ça, pour développer la langue tamazight, pour la remise à niveau, pour équilibrer un petit peu la dent entre les deux langues. Et je pense que déjà, c'est un palier très important et on sera appelé à ce que cette langue soit vraiment officialisée dans la pratique quotidienne et sera éventuellement enseignée dans les écoles. Et je pense que c'est une ouverture. C'est la Constitution. C'est la Constitution, mais après ça, il y aura des lois organiques pour essayer de concrétiser ça. Moi, je parle seulement de la volonté. C'est-à-dire, mais je pense qu'il faut bien prendre ça d'une optique positive. D'une optique positive. Et de ne pas noircir un petit peu le discours. On est positif. Il faut rester dans l'espoir. Tamazight, langue officielle, doit être intégrée également dans les constantes que personne demain ne pourra remettre en cause.
Pourquoi Tamazight n'est pas dans Mais il est l'article national, 178? il est national, il est national et il est officiel. Elle est langue nationale et Il y a officielle, une ça, on le sait, institution, grâce il y a un à tous les organisme militants qui se officiel sont sacrifiés. rattaché à la présidence pour la Ce n'est développer pas un et cadeau pour la du promouvoir. pouvoir. Je C'est pense basé. qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il y a une ouverture tellement grande pour développer et la langue et la culture. Ce qui est derrière la langue, c'est pas que la langue brute, c'est la toute une culture qui est nationalisée, qui est officialisée, qui est là. Et c'est, je pense, à nous, les Amazirs, à nous, les Algériens, d'être à la hauteur de toute cette histoire, de toute cette culture, pour la développer et pour la concrétiser, qu'elle soit lue, qu'elle soit enseignée et qu'elle soit éventuellement dans un avenir proche. On a fait beaucoup de plus retard. promettrice. On a fait beaucoup de retard pour enseigner, pour développer cette langue. Alhamdulillah, Depuis alhamdulillah, 1963, alhamdulillah, le FFS rester se à revendique. espérer des jours S'il vous meilleurs. plaît, et- Depuis 1963, le FFS se revendique la reconnaissance Dresser de un tableau Tamazight, noir. Autre question la qui a reconnaissance fait... de Tamazight Oui. dans le pluralisme culturel et linguistique en Algérie. Mais toujours est-il que c'est un acquis, monsieur. Oui. J'ai pas dit que c'est pas un acquis, c'est un acquis des militants qui se sont sacrifiés et de Il faut tous les gens continuer. qui se sont On sacrifiés. est là Alors, ensemble pour continuer de Pour la militer, question pour la développer. Il n'y a aucun Tamazight. problème. Alors, autre article qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout l'article 51 concernant l'exclusivité de la nationalité algérienne quand il s'agit des hautes fonctions de l'État. Moi, je vous dirais plutôt que l'immigration algérienne qui compte par millions, je pense qu'on est aux alentours de 5 millions Algériens seulement en France, c'est un atout positif. Parmi eux, il y a une classe d'un haut niveau technologique et scientifique dont l'Algérie, surtout dans cette conjoncture, a besoin pour essayer de lever un petit peu la barre et de rattraper les grandes nations qui ont évolué sur ce plan. Le transfert technologique, c'est quelque chose de très vital pour nous, pour essayer de développer et de sauver notre économie. Pour à ce que cette diaspora puisse prendre des hauts postes d'État et de responsabilité dans l'État et dans la scène politique. Je pense qu'il y a beaucoup de débats sur Mais quelle est la ce position sujet. de Tej, par Notre exemple, position, c'est que en aucun cas, on va recuser l'apport de la diaspora et de notre immigration dans notre développement, dans notre État, dans notre nation. Mais le débat, il est ouvert. On va attendre les résultats de la consultation du Conseil constitutionnel et que je pense que l'énumération des postes que la Constitution propose à ce que cette diaspora ne peut pas accéder, elle sera remise à l'APN, à l'Assemblée, pour essayer d'énumérer ces postes et le débat n'est pas fermé. Mais chose certaine, c'est que le minimum de nationalisme qui est recommandé, un minimum de loyauté envers l'État et un minimum de sécurité quant à l'introduction à ce genre de poste très épineux et très pointu sur le plan de responsabilité dans l'État et dans la scène politique. Alors, Moi, allez-y, sur monsieur Baïch. le même L'article. sujet, moi, franchement, je considère que c'est vraiment discriminatoire. C'est un article discriminatoire. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire au moment où notre communauté algérienne à l'étranger est stigmatisée, au moment où on parle de la déchéance de la nationalité des Algériens qui sont à l'étranger, au lieu qu'on soit solidaire avec eux, au lieu que l'Algérie soit solidaire avec cette communauté, au contraire, nous les stigmatisons également. Nous les stigmatisons comme s'ils sont responsables, comme si aujourd'hui la loyauté se mesure par la nationalité. Est-ce qu'on a une double nationalité ou on a une seule nationalité? Vous savez tous que notre communauté à l'étranger, pourquoi nos immigrés ont choisi beaucoup la double nationalité? Parce qu'ils sont victimes de la discrimination là où ils vivent. Ils optent pour une double nationalité pour trouver un travail
descendent dans ces pays. Et vous savez également que des dizaines de milliers d'Algériens ont quitté l'Algérie dans les années 90. Ils ont fui ce pays qui ne leur a rien offert. Ils ont été à l'étranger à la recherche d'un emploi décent, d'un toit, d'une vie digne. Ils ont opté donc pour une double nationalité. Aujourd'hui, si le pays les a poussés à quitter, le pouvoir plutôt les a poussés à quitter ce pays pour opter pour une deuxième nationalité, aujourd'hui avec cet article 51, nous avons envie de les pousser à quitter définitivement l'Algérie. et pour visiter On considère l'Algérie. qu'il y a Et à des bras ouverts, Algériens en aucun cas, qui ont on une a- double nationalité, en aucun qui cas, aiment on a ce fait pays d'eux des plus réfugiés. que certains Algériens. Il y a des Algériens qui dirigent ce pays. Ils ont la nationalité algérienne. est-ce que- Ils ont la